Ce soir, on reçoit Marc Elbez, mais il n'est pas tout seul, parce qu'on a aussi la chance et le privilège d'avoir sur le plateau Jacqueline Charbit. Et tous deux, Bonsoir. tous deux vont nous parler de passerelles suspendues. Voilà quelque chose de merveilleux. Téléspectateurs, téléspectatrices, soyez attentifs, on va parler de cœur, on va parler d'échange, on va promouvoir ce qu'il y a de plus beau en nous, nos racines. Et nos racines, elles commencent souvent par le verbe. Et vous savez combien, dans le judaïsme, chez les juifs, le verbe est important, dans la tradition, combien le verbe est important. Et on aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir aussi plus tard avec un autre invité. Mais là, on aura l'occasion d'en parler plus précisément. Eh bien, Marc Elbez, vous êtes le président et fondateur de cette association Passerelle, qui je crois se trouve dans le sud de la France, si je ne m'abuse, et qui a pour vocation justement de promouvoir les échanges entre les peuples, leur culture, au travers de la langue. Et vous vous proposez, au travers de la musique, de la poésie, de traduire avec une langue pivot, et tant mieux pour nous, tant mieux pour nos téléspectateurs, le français, finalement toutes ces langues étrangères pour rapprocher les peuples et finalement les faire peut-être coexister un jour, plus que cela, les enrichir un jour. Alors Marc Elbez, est-ce que votre projet commençait il y a maintenant un bon bout de temps, est-ce que il est sur les rails, et est-ce que l'hébreu que vous avez choisi de vouloir mettre en promotion, finalement, eh bien, vous semble avoir été le bon choix? J'aurais du mal à dire le contraire. Là, vous avez bien présenté le projet tel qu'il était à l'origine, effectivement. Et je voudrais juste rajouter une des raisons pour laquelle nous avons choisi l'hébreu comme langue pivot. Si j'ai un cordon ombilical personnellement qui me rattache à Israël, c'est la langue, en premier. Il y a quelque chose d'extraordinaire à voir que le pays d'Israël a été créé et a pu voir le jour, mais bien après qu'un foyer ait été établi et que la langue hébraïque soit mise à renaître. Et je veux dire, on a assisté là à quelque chose qui est exceptionnel. Parmi toutes les langues qui existent, certaines ont disparu, mais une langue qu'on a considérée pendant quelque temps comme morte, réservée aux prières peut-être, ou bien à l'étude, et pas plus, aujourd'hui est parlée par des millions de personnes qui ne sont pas toutes forcément juives. Et c'est ce constat qui nous a encouragés à nous intéresser en premier à l'hébreu. Par ailleurs, je voudrais rajouter à ce que vous avez dit, qui est tout à fait juste, que les poètes, au début du XXe siècle, les poétesses, les grandes poétesses, qui ont contribué à forger cette langue, ont créé quelque chose aussi de très particulier dans leur poésie. Une poésie simple, composée par des mots simples, mais qui s'enracine aussi dans la tradition hébraïque. Et là, je crois que c'est un rapport avec le sujet que vous allez traiter tout à l'heure. Vous voulez parler de cette musicalité qui accompagne effectivement la langue hébraïque? Oui. Je vais citer quelqu'un. Je me sens obligé parce que depuis qu'on s'intéresse à la traduction avec Jacqueline, mais avec d'autres aussi, vous m'avez mis en avant, mais je dois insister sur le fait que c'est un travail coopératif. Toute traduction chez nous se fait à 3 ou 4 personnes. Et une fois qu'elle est faite, on la soumet encore à l'assentiment des adhérents. On en compte une trentaine. Et pas plus tard que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu as commis une erreur d'orthographe dans ta traduction. » J'y reviendrai tout à l'heure. On a traduit la chanson qui va permettre à Aidan Golan, c'est la dernière qu'on ait traduite, de représenter Israël à l'Eurovision. Je dirai un mot à ce propos peut-être à la fin de l'émission, si vous voulez bien. Donc, un travail coopératif avant tout. Eh bien justement, parlons de coopération, Jacqueline Charbit, alors une question pour vous. Alors,
vous avez été professeur de langue, professeur de français, de linguistique à l'université de Bar-Ilan. Finalement, ce projet qui est censé rapprocher les peuples, faire connaître aussi les racines, et en l'occurrence ici celle d'Israël, est-ce que c'est un travail comme un autre, une passion? Est-ce que l'idée de promouvoir la culture israélienne au travers de la linguistique, ça vous paraît un enjeu crucial? Bon, eh bien, je crois que je suis pas du tout sur cette ligne. Parce que quand Marc m'a proposé de traduire quelques chansons israéliennes très connues, c'était pour moi un challenge intellectuel. C'était vraiment au niveau tous les deux de communiquer et de traduire des chansons, parce que très souvent, quand j'entends une chanson israélienne, je ne comprends pas tous les mots. D'abord, il y a la musique qui brouille, etc. Et là, avoir le plaisir de s'asseoir avec des dictionnaires et de traduire presque littéralement des chansons de Naomi Shemer, de Shlomo Artzi, de Ehud Manor, donc qui utilisent une langue assez élevée. C'était pour moi un challenge. Vraiment, c'était un plaisir. Mais après, grâce à Marc, ce plaisir s'est transformé en quelque chose de plus grand. Et après avoir traduit quelques chansons, je crois que ce qui était important, c'était aussi de pouvoir les transmettre en musique, puisque ces chansons traduites devaient être, chaque vers devait avoir le même nombre de pieds, de syllabes, des rimes, pour pouvoir être chanté en français et correspondre à la musique israélienne. Donc ça, c'était un travail de prosodie, de rime. Et ça, c'est Marc qui est vraiment spécialiste de ça. Moi, ma théorie, c'était plutôt la traduction littérale. Donc après, c'est devenu quelque chose de plus grand. Mais au début, c'était vraiment un simple plaisir intellectuel. Eli Cohen. J'ai vu en effet que je me suis rendu sur la page YouTube où on voit donc le travail qui a été accompli. Déjà, bon, bien sûr, moi, je félicite ce genre d'initiative parce que moi, ça me touche personnellement. Je suis passionné de la langue hébraïque. Mais j'ai vu en effet que les traductions sont interprétatives et justement, j'ai compris qu'il fallait rendre ça en français comme si ça avait été écrit en français au final, comme si on traduisait un poème. C'est justement le défi qu'ont tous les traducteurs quand ils traduisent de la poésie. Tu veux dire qu'il n'y a pas simplement que la lettre, il y a l'esprit, quoi. Exactement. On voit qu'il y a des mots qui ont été sacrifiés dans le but déjà d'être contenu dans le même nombre de pieds, dans la mélodie, et de pouvoir être chanté, puisque sinon si on n'a pas le temps de dire les paroles parce qu'elles sont trop longues, on peut pas le chanter forcément. Alors finalement, à entendre ça, Marc Albèze, est-ce que vous sentez un petit peu cet engouement qui fait que on pouvait penser que la lettre hébraïque suffisait? Elle est inscrite dans des livres de tradition qu'on a l'habitude de feuilleter, soit dans la prière, soit dans l'étude, et que finalement, ben voilà, là ça passe par la musique, ça passe par la poésie, ça va jusqu'à toucher le cœur, ça va jusqu'à toucher les jeunes. La jeunesse. Finalement, votre projet aujourd'hui, ça doit s'accompagner nécessairement de nouvelles technologies. Alors comment vous faites pour faire grandir encore, s'il en est, de ce projet magnifique de promotion de l'échange? Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, en réponse, c'est Eli qui vient d'intervenir, c'est ça? Absolument. Voilà. Si on avait eu l'intention de faire en sorte, c'était un peu le projet de Jacqueline au départ, que les gens comprennent ce qui est dit dans les chansons. Alors là, on aurait collé peut-être de plus près, de façon littérale, à ce qui est dit en hébreu. C'était pas du tout une critique, au contraire, c'était justement une félicitation. C'est très dur de faire ce qu'il fait. J'ai bien compris. Je m'appuie sur ce que vous dites pour essayer de faire comprendre ce que l'on a fait vraiment. Notre objectif, finalement, c'est transformer essayer
de faire en sorte que d'autres personnes puissent chanter ces chansons en français et pas uniquement comprendre ce qu'elles veulent dire. Et donc, du coup, en fait, on a été obligé de s'imposer un certain nombre de règles et de faire entrer la dimension poétique dans notre adaptation, je dirais plus que traduction. Ce que l'on fait, c'est qu'on adapte, on les réécrit. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est une réécriture. Et effectivement, une fois qu'on a abouti, on a voulu faire en sorte que les personnes qui vont chanter ça soient des professionnels non juifs, pour pouvoir justement toucher davantage un public plus large que uniquement un public communautaire. Et là, notre objectif a commencé à prendre forme quand on a proposé de faire ce travail, de chanter ces chansons à des musiciens professionnels, une chanteuse, Evounia, et un pianiste extraordinaire, Yves Dupuis, oui. Et il y a déjà eu en fait 2 rencontres musicales, je peux appeler ça des concerts, encore, c'était devant un petit cercle fermé, qui ont eu lieu, une à Orange, l'autre à Marseille, en juin 2023. Et on a des perspectives maintenant pour se produire au Festival de musique juive de Carpentras en juillet 2024. On préparait une tournée en Israël pour novembre 2024, mais malheureusement, les événements d'octobre nous ont poussé, on va dire, à concevoir que ça puisse se faire dans un délai plus grand que novembre 2024. On avait du mal à préparer, il faut plus d'1 an pour préparer une tournée, et la préparer dans les conditions actuelles était impossible. Alors justement, pour parler des nouvelles technologies, puisque vous vous servez de plateformes numériques pour le partager avec le plus grand nombre, comment vous vous y prenez ? Comment vous y prenez finalement pour amener votre travail justement au plus grand nombre, faire connaître Israël, faire connaître également la joie de parler en français. Comment vous faites ? Peut-être qu'on laisse Jacqueline, je veux pas monopoliser la parole, dire comment elle fait en premier. Moi, je dirais après comment je fais en utilisant effectivement certains outils d'intelligence artificielle. Jacqueline ? Moi, j'ai pas très bien compris. Oui, alors comment vous faites ? Moi, c'est de façon très très scolaire, avec des dictionnaires et avec des dictionnaires de synonymes. Mais encore une fois, je ne fais pas très attention au nombre de pieds ou de syllabes. Et c'est vraiment, Marc est vraiment un spécialiste de ça. Mais mon travail, c'est simplement je fais une version, je l'envoie à Marc par WhatsApp. Il a sa version. Il voit peut-être que j'ai mieux traduit à un moment donné. Il prend ma version, il corrige. On fait 2, 3 versions. Et puis à la fin, c'est Marc qui... Mais je crois que la question que vous avez posée, c'est comment est-ce que Marc s'y prend pour la promotion de ses chansons sur YouTube. Par exemple. Oui. Mais vous êtes aussi à l'amont de ce travail-là, à faire ces traductions-là. Et j'oserais même d'ailleurs vous poser une petite question. Ça vous arrive de chantonner une fois que vous avez... Tout à fait, bien sûr. Surtout, cette période de la guerre a été très prolifique, si on peut dire, au niveau de la création. Il y a un nombre incalculable de chansons qui ont été créées pendant cette période, bien sûr avec l'esprit de tous les événements qui se passent. Et il y a des chansons qui sont devenues très célèbres, comme la chanson de Shlomo Artzi, qui avait été écrite il y a 13 ans, Yoter Mizeh Lo Tsarir. Et cette chanson, elle est devenue vraiment un mythe en Israël et tout le monde la chante. Moi, il m'arrive aussi, bien sûr, de la chanter en français maintenant. Alors vous, Marc Elbez, alors juste répondre à cette question, après je passerai la parole à William Zerbib. Alors, nouvelle technologie, comment vous faites ? Alors, d'abord, je vais citer un chercheur israélien, Ido Dagan. Mon ancien travail était la recherche. Et mon domaine de spécialité était le traitement automatique de la langue naturelle.
et entre autres la traduction automatique. Et Ido Dagan a écrit qu'il vaut mieux s'appuyer sur plusieurs traductions initiales pour aboutir, plusieurs textes initiaux pour aboutir à la meilleure traduction. Et en fait, c'est ce que je fais. J'essaie de collecter. Myriam m'envoie Myriam. Vous avez demandé à Jacqueline si elle chantonnait. Moi, j'ai connu Jacqueline quand on était au mouvement de jeunesse et qu'elle s'appelait Myriam et qu'elle chantonnait tout le temps Nino Ferrer. Voilà. Tu te souviens on saura tout. C'est excellent, Nino Ferrer. C'était à Toulouse, période un peu il y a 57 ans. Avec Gad Denaïm, justement. Le Dror de Toulouse. On était au mouvement Dror à Toulouse. Voilà, donc je m'appuie sur plusieurs versions de traduction et à partir de celle-là, je vais essayer de fusionner. Alors parmi ces traductions, je vais solliciter aussi en fait ChatGPT qui va me donner sa version. En général, ce n'est pas une version qui respecte les rimes et le nombre de pieds comme il le faut. Mais il y a des idées. Ça, c'est la première étape. En fait, la première étape, c'est pas celle-là. J'écoute en boucle la chanson. Je crois que Jacqueline, tu fais pareil. On s'immerge dans la chanson. Je veux dire, à force d'écouter ce que dit la musique, on a une interprétation peut-être différente de celle qu'on aurait si on n'écoutait pas la musique. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à faire en sorte que les rimes respectent un certain nombre de contraintes qui sont celles de la poésie classique en français. Le nombre de pieds. Mais c'est pas suffisant parce que c'est pas ça qui garantit que ça cadre avec la musique. Et là, je vais faire un petit demi-tour pour me tourner vers mon épouse, qui elle est la musicologue. Tu veux pas te montrer? Je me montre. Alors voilà, on a du beau monde. Alors, c'est avec Myriam qu'on fait le cadrage avec la musique. Mais vous croyez que c'est terminé? C'est pas terminé. Parce que une fois que on a un texte qui colle au niveau des intonations, des accents, qui sont mis exactement sur les bonnes barres de mesure, la chanteuse qui va interpréter ça, elle n'est pas d'accord, elle va me dire « Tu peux pas commencer une phrase avec « tu es venu vers moi ». Ça colle pas au début d'un vers. Il faut que ça soit « venant vers moi ». Et ça, vous reconnaissez peut-être la chanson de Léa Goldberg qui s'appelle « Slichot », chantée par Yehudit Ravitz. Très, très belle interprétation par Evoulien de cette chanson. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité de la faire passer dans l'émission. Mais donc, c'est la chanteuse qui, choisit les chansons. On en a plus d'une centaine de traduites, et elle en a retenu 16 dans son répertoire. C'est elle qui décide. Et le pianiste s'incline toujours derrière en disant si elle n'arrive pas à s'approprier la chanson, elle la prendra pas. Et une fois qu'elle a choisi cette chanson, elle va revenir vers nous. Alors là, on a des outils modernes d'échange, comme un Google Drive, qui nous permet sur un même texte de faire des retouches coordonnées entre nous. Je vois ce qu'elle veut changer, je dis je suis peut-être pas d'accord, et je la corrige, elle me corrige, et on aboutit finalement au texte final. En tous les cas, un vrai travail d'équipe, et je vois l'impatience de William Zerbib qui veut absolument vous poser une question. Non, mais moi je vais être méchant comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, c'est aussi une chanson, d'ailleurs. Oui. Non, mais je vais être méchant et un peu provocateur. Comment vous arrivez à passer de la puissance et de la force de vocabulaire et poétique d'une Léa Goldberg, d'une Noémie Schemer, d'un Arik Einstein et de Shalom Chanor, j'ai dit volontairement 4 personnalités de la musique ashkénaze, devant la pauvreté de vocabulaire de la musique orientale, d'un Ishaï Ribot, d'un Omer Adam ou d'un Eyal Golan. Comment vous faites? Parce que d'un côté, vous avez véritablement une force de vocabulaire, une force poétique, et de l'autre côté, on a envie de pleurer presque. Eyal Golan, c'est pas si pauvre que ça. Les premières chansons avec Ethnics, etc. Moi, je trouve qu'elles sont. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses en texte. Tout ce qu'on entend
et c'est pour ça que je suis un peu méchant. Dans la musique orientale, c'est d'une pauvreté de vocabulaire terrible. Je t'aime, moi non plus, je sais plus quoi. Enfin bon, c'est nul. Comme en France, c'est comme nul, ce qui c'est se passe nul. en C'est comme en France, France. Hein. C'est archi nul, quoi. C'est pareil en France, c'est Ouais, un bon. mouvement. Alors bon, vous avez la question d'un Mizrahi malheureusement repenti. Et Oui, je regarde, on n'a pas arrêté Ashkenaz. D'ailleurs, je vais changer mon nom de Zerbib en Zerbibovic. réponse, Marc Elbez. Question difficile, mais William, je suis prêt à traduire avec vous, on va dire vous, je suis prêt à traduire avec toi, si c'est possible, des chansons orientales, si tu en as quelques-unes que tu trouves de qualité. On s'est focalisé sur des chansons à texte, c'est des chansons des années 70-80. Il est vrai qu'il y a une grande majorité de chansons qui viennent du monde ashkénaze, et je dirais même qui sont importées d'Europe. Je veux dire, quand je prends la chanson Nigunim, par exemple, qu'on a traduit récemment avec une Israélienne qui habite Maalot Tarshishim et qui s'appelle Florence Toiti Veshtok. Cette chanson-là a été écrite par Fania Bechstein. Et je veux dire, de quoi elle parle? Je veux dire, il y a un parallèle entre ce qu'elle dit à propos de la Shoah et ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est chanté par Ben Danzig et sa fille Talia, je veux dire, qui sont dans l'attente de la libération de leur père Alex, qui est pris en otage à Gaza. Donc, on est dans un univers qui s'enracine dans l'univers ashkénaze, mais c'est ainsi majoritairement dans la chanson de... Je dis pas la musique de qualité, hein, je dis les textes de qualité. Moi aussi, je parlais des textes, uniquement des textes. Oui, absolument. Et Mais je te est-ce que rejoins. c'est là, vraiment William, hein. ashkénaze? C'est israélien, c'est Naomi Shemer, c'est Oui. Eric Einstein, son nom, mais ce sont des Ce Israéliens. sont des Israéliens, Mais- c'est vrai. Je suis d'accord avec Ah, Jacqueline. mais Tous, je tous, suis- je tous, vois pas- mais le contenu, la force poétique de ces chansons, il faut se rendre à l'évidence, ils sont tous ashkénazes. Ça ne réside pas dans le fait qu'il soit ashkénaze, ça réside sais pas. dans le fait que c'est un hébreu Je n'ai pas de littéraire, réponse, moi. élevé, qui se rapproche bien sûr de l'hébreu biblique, Et de la l'hébreu poésie, traditionnel c'est de la et de la poésie. poésie. Mais on parle quand même de Léa Goldberg, elle s'appelle pas Ben Hamou, on se parle de Noémie Shemer, elle s'appelle pas Zerbib. Donc voilà quoi. Mais moi, Oui, je voulais mais- faire un petit... alors, pardon. juste petite réflexion que je vous livre à tous. Et d'ailleurs, je rejoins Jacqueline. Elles sont israéliennes parce que nous sommes dans une géographie particulière, cosmopolite, et que même si c'est Léa Goldberg, elle est traversée, bien évidemment, me semble-t-il, en tous les cas, par des courants multiples, par des origines multiples, et encore une fois, inscrites dans une géographie particulière. Donc, je crois qu'on peut quand même se dire que Ashkenaz, ok, d'accord, le nom, mais pas l'environnement. Alors, Eddie Cohen, toi, tu avais une question pour Marc Elbez. Oui, Ou Jacqueline, en tout cas, bien sûr. En tout cas, déjà, une remarque, parce que au niveau linguistique, l'hébreu poétique, qui se rapproche de l'hébreu biblique, bien sûr, est un hébreu qui est elliptique, qui est toujours justement dans le signifié, etc. Alors que dès qu'on a envie justement de rendre ça en français, on va devenir très bavard. Et c'est ça, je pense, le premier défi que Absolument. toi-même et Marc, vous avez rencontré dans la traduction des chansons comme de Naomi Shemer ou de Eric Einstein, etc., c'est que en français, ça devient très vite bavard. Parce que chaque mot en hébreu peut contenir un préfixe, un suffixe, donc un COD déjà intégré dans le mot, etc. Là, je rentre un petit peu au niveau grammatical, au niveau technique, mais c'est vrai, dans un mot en hébreu poétique, en hébreu biblique, on peut avoir parfois une phrase. Absolument. Et je donne toujours comme exemple la traduction de Proust. Je ne sais pas si vous avez vu en hébreu le livre de Proust, en français comme ça, en hébreu comme ça. Des fois, l'hébreu est tellement succinct, tellement condensé. Un mot en hébreu a 10 significations. Et en français, il faut traduire par 10 mots, par exemple le mot teva. Le mot teva, un seul mot veut dire 10 choses en hébreu. La nature ou une boîte ?
Teva Ça ou veut dire Teiva? une boîte postale, ça veut Ah dire oui, un sais. coffre, ça veut dire des milliers de choses. Et en Ça France, veut dire l'arche de Noé. Ah, ah, Teiva, oui, Teiva. tout à fait. Et c'est ça la difficulté, c'est que l'hébreu est très condensé. Et, Et ça veut dire d'ailleurs une et il lettre. faut le Une lettre mais aussi, c'est pour Teiva. ça que le travail de prosodie que fait Marc est très important, parce qu'il faut rendre le même nombre de pieds, Ah oui, c'est le ça. même nombre Pas de facile. syllabes. Donc au final, est-ce que c'est pas la traduction, est-ce que c'est pas trahir quelque part? C'est ça aussi Non, qu'on se non, dit. la Est-ce que, traduction, au final- trahison, disons que comme Marc a dit, c'est une adaptation. C'est pas une traduction, c'est une Ouais, adaptation. c'est une réécriture. Une Mais réécriture. là, je vais apporter un petit bémol à la réponse que j'ai donnée à William tout à l'heure. J'ai tenu pour l'interprétation de certains textes, même s'ils sont d'origine ashkénaze, à ce que ça soit des interprétations par un grand chanteur qui fait exception, peut-être dans la longue série que Jacqueline avait commencé à entamer tout à l'heure, c'est Shlomo Bar. J'ai tenu à ce que l'interprétation de Shir Nogé et de Eli Eli soit celle de Shlomo Bar, parce qu'il a une façon d'interpréter qui est purement séfarade. C'est Et l'exception. extraordinaire, Vous avez de raison, grande cher ami. beauté. C'est l'exception. Shlomo Bar, il est hors sol, absolument. Oui, et Charabé. Oui, je crois que si on laisse aller William Zerbib ce soir, ce n'est plus une guerre qu'on va avoir, c'est un grand conflit. Non, Mais- il faut ah, pas. Excuse-moi, William, mais il faut pas parler ni d'Ashkenaz ni de séfarade. Oui, je crois. Les passerelles suspendues, c'est justement l'union de langues, de l'hébreu vers le français. Et même Marc a traduit des chansons du français de Ferrat, du français vers l'hébreu. Donc on essaye de faire un guécher, un pont. Et Oui, pas d'ailleurs, si je peux me permettre, il y avait dans les années 70, parce que je suis toujours dans le rétroviseur, il faut dire la vérité. Je dois avouer que je suis toujours dans le rétroviseur et je reviens à mes années 70 historiques. On avait Yossi Banaï, donc le grand-père d'Eviatar, qui chantait du Brassens en hébreu. C'était extraordinaire. Et il y en avait de l'autre côté, Avi Toledano, qui chantait de l'Aznavour en hébreu. Et c'était aussi très beau. Et Shimi Tavori du Mike Brandt. Ouais, Shimi Tavori, oui. Et Bien, pourquoi pas son fils aussi. En tous les cas, il y a quelque chose de magique à finalement à avoir ce pont, cette passerelle qui permet à les uns d'Israël, les autres de France, et pas que d'Israël, puisque d'autres pays aussi sont concernés, eh bien, d'avoir cet échange, d'avoir cet enrichissement possible, même dans des temps difficiles. Et je crois que on parlait de différences identitaires, mais d'origine, mais je crois que il y a aussi une question anthropologique, aussi bien celle de l'Israélien cosmopolite que de celui qui va recevoir cette chanson, qui est français et qui va entendre une chanson donc traduite de l'hébreu. Je crois que c'est cette magie-là qui fait que Passerelle suspendue, c'est pas qu'un enjeu, c'est un projet absolument magnifique et vraiment, j'encourage tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices à aller sur YouTube, à aller sur Passerelle suspendue et d'aller voir ce que la poésie, la musique peut servir effectivement et de passerelle, presque à serrer la main de votre interlocuteur. Allez-y, merci Marc Elbez, merci. Est-ce que je peux dire un mot avant de Oui, terminer, mais c'est oui, bien possible? sûr, le mot de la fin pour l'invité. Ah, voilà, merci. Écoutez, j'avais commencé à citer un grand traducteur et je ne suis pas allé au bout de la citation. Il s'agit de André Markovitch, qui a traduit Pouchkine, qui a traduit Shakespeare, qui a traduit Dostoïevski et plusieurs grands poètes chinois. Et il dit la chose suivante: on ne traduit pas pour les yeux, on traduit pour les oreilles. Le frisson vient au poète par les sons. Et j'aime beaucoup cette idée. Je veux dire, quand ça sonne, on frissonne. Et ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'avais écarté d'emblée l'idée de traduire la chanson de l'Eurovision parce que l'Eurovision, c'est pas ma tasse de thé habituellement.
c'est pas des chansons à texte. Et puis quelqu'un m'a dit, quand même, étant donné ce qui est arrivé à Eden Golan, tu devrais regarder. Et j'ai trouvé à la fin de sa chanson un petit quatrain que je vais vous lire en hébreu et en français, et qui va illustrer cette idée que les sons donnent le frisson. En hébreu, l'otsaïr milim gdolot, rak tefilot, afilu im kaché lirot, tamid atamashir li or katan. Je trouve ça merveilleux. Je vais la traduire à ma façon, en français. Pas besoin de grands discours, rien que des prières, même si c'est à contre-jour, toujours, tu laisses pour moi une petite lumière. C'est Hurricane, hein. On va voter 12 points. Hein. Et je dois dire merci Marc Helbez pour ce petit message de fin, parce que c'est une bonne manière, comme disait quelqu'un de philosophe, c'est une ruse de l'âme qui permet finalement de ramener quand même à la chanson qui a été supprimée, refusée, et bien finalement l'esprit de ce que Israël voulait aussi apporter au monde. Merci Marc Helbez. Au revoir. Merci Merci à vous de nous avoir Jacqueline invités. Charbit. Merci.